rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, des visages familiers aujourd'hui pour une émission très particulière, une série d'émissions en devenir assez particulière. Vous savez que j'aime beaucoup renouer les dialogues, le ou les dialogues avec mes invités, avec des invités qui sont déjà venus plusieurs fois sur la chaîne. Et puis l'un de ces invités que vous connaissez très bien, Romain Rimbaud, que vous avez vu récemment d'ailleurs sur la chaîne, il était venu pour nous parler de la franchise Evil Dead. M'a proposé de faire quelque chose autour de John Carpenter et pas forcément de faire une émission, lui et moi parlons du cinéaste ou de quelques-uns de ses films, beaucoup mieux que ça même j'ai envie de dire. Il souhaitait en parler via des films précis avec d'autres personnes, d'autres confrères. Et Banco. Donc aujourd'hui, on ouvre le bal avec Artopolis, la chaîne Artopolis, Nicolas de la chaîne Artopolis que vous connaissez, qui est déjà venu aussi plusieurs fois chez Microciné. Puis il y aura d'autres émissions avec la prochaine, c'est avec Jude Melon, la troisième avec Efren Montout et la dernière, je serai seul avec Romain et on parlera donc d'un film que j'aurais choisi parce que c'est ça aussi l'idée, c'est que ce sont les invités qui choisissent un film de Carpenter et puis s'ensuit un dialogue entre Romain et l'invité autour du film choisi. Donc aujourd'hui, ce soir, on va parler donc d'un film de John Carpenter. Je ne dis pas tout de suite lequel. Ce sera notre invité, enfin, ce sera Nicolas qui nous en parlera. Mais avant cela, je crois que je n'ai rien oublié, à part qu'effectivement, ce sont des chaînes YouTube et que dans le descriptif de la vidéo, vous avez les liens qui renvoient à leur chaîne YouTube. Et je rajouterai aussi que Nicolas Artopoulis est cinéaste. Et c'est très important. Et j'intégrerai aussi dans le descriptif de la vidéo une émission que tu as faite avec notre ami Jules Trassard qui a ouvert récemment sa chaîne et émission dans laquelle vous parlez. C'est vraiment un dialogue pour le coup parce que parfois il parle un peu plus que toi. C'est assez impressionnant. Mais en tout cas, je l'embrasse très fort et c'était voilà donc. Il est cinéaste, comme Romain est aussi enseignant et magicien, mais ça, vous le savez aussi. Oui. Donc, bref, il y a beaucoup de casquettes ici, c'est un plaisir. Première question, ne vous battez pas pour la réponse, mais comment allez-vous ? On va bien. Et ben voilà, tout va bien alors. Alors moi, je vais commencer par poser une question, Romain. 2 questions. Une qui va peut-être t'embarrasser, mais peu importe, on s'en fout. Première question, pourquoi Carpenter? Et deuxième question, pourquoi Nicolas? Pourquoi Artopolis, pardon? Ça, c'est la question embarrassante. Alors c'était l'inverse m'embarrassait plus. Carpenter parce que je pense que pour être très simple et très trivial, c'est, je pense aujourd'hui encore un de mes metteurs en scène préférés, pour lequel j'ai un amour inconditionnel, même dans ses itérations récentes, peut-être un peu plus discutables ou moins intéressantes, mais pour moi c'est un mec qui a fait une bonne partie de ma cinéphilie globalement et qui a réalisé peut-être mon film préféré dont on avait parlé pour le tout avec toi, avec Samir, qui était The Thing, qui est pour moi le film le plus important certainement de tous les films que j'ai pu voir dans l'histoire. Si vraiment j'avais un film à emporter et à conserver, pour moi c'est celui-ci que je maintiens parce que c'est pour moi un des plus grands films de l'histoire du cinéma, si ce n'est le plus grand. Donc pour Carpenter, voilà, pour moi c'est une déclaration d'amour. En plus, l'idée de ce projet un petit peu, c'est que tous ensemble un peu on déclare notre amour à Carpenter, parce que je pense que ce soit toi Arto, que ce soit Julien, que ce soit Kefren ou que ce soit toi Samir, je pense que vous aimez tous beaucoup Carpenter, donc c'est une sorte de lettre d'amour en 4 parties, si on peut dire ça comme ça. Et puis Arto, pour de multiples raisons. Alors il y en a une qui est c'est un cinéaste qui pour moi déjà est brillant. J'ai pas encore vu son dernier pour le coup. Alors par contre, j'ai écouté l'échange avec Jules, que je trouve juste génial. C'était vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Et c'est là pour moi qu'on voit que, parce que moi je vais revenir peut-être en arrière, c'est plus simple dans ce sens-là. Arto, quand j'avais ma chaîne YouTube, c'est au tout début, finalement, c'était assez rigolo parce que le premier film dont on a parlé, j'avais fait une sorte de petit concours sur un tour de magie. L'idée, c'était en fait, je n'arrivais pas à provoquer quelque chose pour échanger avec d'autres personnes. Et ça a été l'occasion de proposer un petit concours sur un tour avec des références à répertorier pour ceux qui suivaient. Bon, c'était
vraiment voilà, de provoquer la rencontre avec quelqu'un. J'ai proposé que quelqu'un fasse et choisisse un film, qu'on puisse échanger à l'époque autour de ce truc-là. Et Artaud avait choisi donc L'Antre de la folie, sur lequel peut-être nous reviendrons, je ne sais pas. Mais globalement, voilà, on était parti là-dessus. Donc, sinon, notre première rencontre, dans une certaine mesure, c'est autour de Carpenter. Donc, ça me paraissait, en fait, c'est la première personne qui m'est venue à l'idée, parce que pour moi, voilà, cette rencontre, elle avait été provoquée par ça. Et depuis, en plus, Artaud, par la suite, a ouvert sa propre chaîne, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de chaîne quand on s'est rencontrés. Et à partir de là, je t'ai vu évoluer des émissions, podcasts et autres qu'on a pu faire ensemble autour de, je prends les d'autres exemples, Hellraiser, Fantasme, qui sont deux choses qui me tiennent très à cœur aussi tous les deux, je pense. Et puis, jusqu'à ce que tu te lances en tant que cinéaste, et je trouve que tu es un brillant cinéaste aux influences extrêmement nobles, que ce soit, voilà, je pense à Tarkovsky en particulier. Dernièrement, je t'ai vu beaucoup retravailler sur Kurosawa, sur Kiyoshi Kurosawa. Là, on a pas mal parlé dernièrement tous les deux, d'ailleurs, en même temps, de Tsukamoto. Donc, je pense qu'on a plein de trucs en lien assez forts. Carpenter, moi, je vois beaucoup de Lynch aussi dans ton travail. Il y a plein de choses que je retrouve qui, moi, me parlent énormément. Tu as d'autres références que je connais peut-être d'ailleurs un peu moins, mais que tu me fais découvrir aussi à travers ton cinéma. Donc, voilà, moi, j'adore ton taf. Et il y a cette relation, cette rencontre qu'on a eue grâce à Carpenter, si je puis dire. Donc, ça me paraissait évident que tu interviennes là. En fait, voilà, c'est une évidence. Bah, ces mots me touchent parce que de toute façon, en plus, s'il y a bien une personne qui a permis cette existence sur YouTube, c'est toi, hein, en m'invitant, parce que j'avais pas fait de montage avant, j'avais fait l'effort de faire une petite capsule qui s'était intégrée dans ton... Hop, mon chat vient d'arriver. et, et en fait, c'était un plaisir et c'est cette capsule qui m'a donné envie de faire des choses, quoi, vraiment d'y aller. Et merci. Et en plus, bah, effectivement, on avait parlé de Carpenter et c'est vraiment chouette de pouvoir revenir sur Carpenter aujourd'hui parce que c'est un cinéaste qui compte pour moi, effectivement, qui a une importance. Je pense que, comme moi, Romain, et peut-être toi aussi, Samir, c'est un cinéaste qui, dans ma cinéphilie, en tout cas, a une forme d'importance. J'en avais parlé, tu sais, Samir, quand j'étais venu faire le portrait, enfin la première vidéo que j'avais faite chez toi, je sais plus, c'était ton émission, oui. j'ai oublié le nom. Fait croquer, quand on avait fait croquer. Voilà. J'avais parlé du fait que Carpenter avait été un cinéaste important. D'ailleurs, on va pouvoir en parler aujourd'hui, développer plus précisément là-dessus, parce que c'est vrai que Carpenter, c'est un cinéaste mais même aujourd'hui, qui compte même dans l'actualité, en fait. Mais ça, on aura l'occasion de développer là-dessus. Le film que tu as choisi pour revenir sur cette filmographie aussi, parce qu'il y aura certainement des digressions, des connexions, même si on sait, si je me trompe pas, je crois que c'est son 6e ou 7e film, celui que tu as choisi, je crois, mais bon, on me contredirait ou affirmerait plus tard. Mais parle-nous donc dis-nous d'ailleurs quel est ce film, et puis surtout, d'abord, avant tout, et aussi, surtout, pardon, pourquoi ce film-là? Pourquoi tu as choisi ce film-là? Alors, le film, c'est donc New York 1997. D'ailleurs, puisque j'en profite pour montrer quel est ce film. Donc, New York 1997, ou Escape from New York en anglais, qui a un titre un peu plus parlant peut-être, même si j'aime beaucoup le titre français. Pourquoi je l'ai choisi, en fait, c'est très simple. C'est le premier film que j'ai vu de Carpenter. Carpenter, j'ai découvert d'une manière assez étrange. En fait, je suivais à l'époque le Fossoyeur de film. Il avait fait une vidéo sur ce film-là. Et il s'avère que mon oncle, du côté de la famille de mon père, avait en fait pris l'habitude d'enregistrer des films et de les mettre sur cassette et de faire des sortes de bootlegs, enfin voilà. Et j'avais trouvé chez ma grand-mère, en fait, la cassette de New York 1997. Donc, regarder une cassette en 2000, je sais plus quand j'avais vu, en 2012, 2013, c'était encore possible. et c'était un enregistrement Canal. Et il s'avère qu'avant le film, il y avait une sorte d'émission que Canal+ avait consacrée à Carpenter, qui revenait sur ces thématiques, sur les films et tout. Et il présentait ce film-là. Et en fait, bon, déjà, ça m'avait un peu fasciné à l'avance, avant de voir le film, c'était une belle mise en bouche.
Et dès que j'ai fini cette vidéo, je lance donc le film. Et franchement, c'est un film qui même aujourd'hui, parce que comme j'ai vu forcément hier très fraîchement, bah, c'est un film qui compte beaucoup pour moi, notamment en fait, pour, parce que disons que Carpenter, dans ma vie de cinéphile, avait quelque chose d'important, c'est-à-dire il m'a fait prendre conscience, alors un peu bêtement, mais j'en avais conscience même avant, mais encore plus, que le cinéma, c'est de la politique. Mais vraiment dans le sens où le cinéma pose un regard sur le monde et surtout et même si le regard sur le monde est ancré dans une certaine époque, il peut encore exister aujourd'hui, perdurer. Et d'où le fait que je disais que Carpenter, même actuellement, même dans le contexte français, entre guillemets, de ce qui se passe en France actuellement, Carpenter est un cinéaste quand même, pour avoir revu des séquences, qui dit des choses qui me semblent importantes, qui représentent des choses qui sont encore d'actualité. Je trouve ça très fort. Je pense notamment aux Alive, forcément, les séquences de répression policière qui sont encore marquantes. Hein. Et donc voilà. Et j'ai choisi ce film-là aussi parce que 97, c'est ma date de naissance, en fait, hein, aussi. Et je trouve ça marrant qu'on ait un film qui, du coup, se passe réellement en 97 et qui soit en même temps en retard et en avance. Parce que bon, 97, c'est déjà passé. Et comme 2013, d'ailleurs, pour la suite, qui se passe en. C'est presque une blague, hein, en quelque sorte. Et pourtant, le film parle de choses qui sont d'actualité, vraiment. Alors, il faut savoir que ça c'est un dialogue, donc bien évidemment, Romain ou Nico ensuite, allez-y, hein, coupez-vous la parole aussi s'il y a des choses et tout, il n'y a aucun problème. Moi, je voudrais juste vous poser et de temps en temps, bien évidemment, quelques questions que je poserai, mais la première, elle est très très simple, très basique pour contextualiser un petit peu ce film. D'abord dans l'œuvre de Carpenter, ça c'est l'aspect très critique de cinéma, ça, mais c'est important. Alors, je disais que c'était le 6e ou 7e film. Je me suis trompé. C'est le 5e film de Carpenter. Il date de 81, New York 97, hein, j'entends bien. Et il y a eu d'abord Dark Star, Assaut, Halloween, Fog, et ensuite New York 1997. Alors, ma question, elle est super simple. Est-ce que New York 1997 est toujours dans la continuité logique de ce que propose Carpenter depuis qu'il commence à faire des longs métrages? Mais il y a aussi le roman d'Elvis que j'avais oublié, bien évidemment, et c'est très important parce que s'il n'y avait pas eu le roman d'Elvis, enfin voilà, il y aurait peut-être pas Monsieur Kurt Russell dans la peau de Snake Plissken. Et donc voilà. Donc est-ce qu'il y a une continuité comme ça logique? Il y a aussi d'autres téléfilms que j'ai oubliés, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a cette continuité logique? Peut-être Romain et ensuite Nico. Je vais juste rebondir ce que disait Nico juste avant par rapport à ma relation vite au film, en fait, en disant que moi, c'est un des films, pour le coup, de Carpenter que j'ai curieusement le moins regardé, parce qu'autant The Thing, j'ai pu le voir, honnêtement, je l'ai peut-être vu 150 fois, au moins. Alors peut-être parce que j'ai travaillé dessus aussi, donc ça m'a forcé à le voir en boucle aussi, mais le fait est que c'est un film que j'ai vu finalement assez rarement par rapport aux autres, donc ça a été hyper plaisant de le revoir il y a quelques jours, parce que mine de rien, ça fait un bout de temps que je l'avais pas vu, et parce que peut-être dans une certaine mesure, moi j'ai plus eu l'habitude de voir Assaut, dont finalement New York 97 est vraiment un écho assez direct, donc ça permet d'enchaîner juste pour répondre à ce que tu disais, Samir. Donc effectivement, je trouve qu'il y a une continuité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les budgets de Carpenter sont de plus en plus importants, tout en restant assez modestes, parce que bon, Halloween c'est 300 000, 1 million pour The Fog, et là on arrive à 7 millions, je crois, ce qui est finalement assez ridicule par rapport à l'ambition du film, parce que c'est quand même une ambition de faire une sorte de film univers, et avec 7 millions, c'est quand même assez serré, mine de rien. Donc je trouve qu'il y a cette continuité-là déjà sur Carpenter, cette capacité à transcender ses budgets, en fait, déjà, en fait, d'un point de vue très très terre à terre, en fait, il est capable de proposer des trucs. Halloween, c'était que 300 000, et pourtant, ça n'avait pas la gueule d'un film de 300 000. Fog, on en reparlera, c'est un film qui, dans une certaine mesure, manque aussi, a un budget très très restreint par rapport à ce qu'il propose, et mine de rien, il transcende ça, et on n'a pas l'impression que c'est pas du tout un truc, on a l'impression que c'est un film complètement cheap du tout. Là, pour le coup, on n'a pas l'impression que, alors même là, on reviendra là-dessus, mais sur la question de la manière dont il représente New York, et finalement un patchwork, c'est une ville purement cinématographique, parce que c'est un patchwork il me semble, il y a 1 ou 2 plans dans New York vraiment, mais autrement c'est Saint-Louis après une inondation. Oui.
et c'est San Francisco, peut-être la troisième, je crois. Mais c'est un patchwork de villes. Donc finalement, cette ville de New York qui est finalement très crédible est finalement un vrai univers cinématographique dans la mesure où cet espace-là, il n'est créé que par le cinéma. Et pour revenir à ce que tu disais sur la continuité, il y a une vraie continuité, je trouve, dans sa manière de travailler le genre, dans son obsession pour le western, parce que c'est un western urbain comme l'était Assaut en 76. Donc il y a vraiment cette obsession pour le western. Il a toujours été fan de Howard Hawks, il a toujours dit, Rio Bravo en particulier. Il y a cette obsession pour l'assaut, parce que c'est aussi un film d'assaut. Sauf que peut-être, voilà, Assaut et pour le coup New York 97 sont peut-être les deux films où c'est de manière plus directe des westerns. C'est pas des vrais westerns, mais c'est comme s'il y avait une Carpenter toute sa carrière. Pour moi, c'est comme s'il avait utilisé le western continuellement, mais il avait mis des skins différents pour utiliser un vocabulaire un petit peu vidéoludique. Il a mis une sorte d'apparat un petit peu différent, d'autres genres qu'il a habillés, ou à l'inverse, il a utilisé d'autres genres et il a injecté du western dedans. Et je trouve que New York 97 est parfaitement dans ce truc-là, notamment avec le personnage de Seth Plissken, qui est vraiment un personnage de cow-boy solitaire. On sait qu'il a écrit Carpenter en pensant fortement à Eastwood. Charles Bronson devait... il a lu le scénario, il me semble, à la base, donc c'est un des premiers qui devait le faire, qui devait interpréter Snake Plissken. Donc il y a cette continuité-là du western, pour moi, elle est importante. Et puis effectivement, ce que tu disais, Nico, et je trouve très important, c'est cette approche du genre politique et du cinéma politique. C'est un vrai film politique qui parle du Watergate, qui parle de la guerre du Vietnam, qui parle de toute la situation des États-Unis à l'époque, de New York et de la manière dont New York évolue et va évoluer pour lui, parce qu'il y a quand même une dimension prospective dans le film. Et même si New York 97, finalement, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, ça peut un peu vieillir, parce que finalement, c'est pas le 97 qu'on a eu, mais en même temps, le film propose quelque chose, c'est du pur genre en tant que tel, donc ça s'accepte malgré tout. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a une vraie continuité. Et puis un film de sale gosse aussi, ça moi j'aime bien. C'est un gros doigt d'honneur, c'est cynique continuellement. Je trouve que le final est incroyable parce que c'est vraiment c'est une sorte de fuck you attitude que je trouve trop cool. Donc ouais, tout me plaît dedans et c'est effectivement très cohérent. Je sais pas ce que t'en penses, Arto, mais pour moi c'est parfaitement aligné de ce qui précède. Ah oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. Surtout qu'en plus, tu as bien fait de citer Assaut, parce qu'on retrouve la même idée Après, c'est quelque chose qui, à mes yeux, parcourt toute l'œuvre de Carpenter, c'est-à-dire la dépersonnalisation du mal. Le mal devient une sorte d'incarnation globale. Et pour citer ça, je pense en fait aux silhouettes dans Assaut, les ennemis qui arrivent comme des zombies qui viennent et qui envahissent le commissariat. Et on retrouve en fait littéralement les mêmes genres d'antagonistes à plusieurs moments dans New York 1997 avec ces silhouettes. On voit littéralement d'ailleurs avec cette photographie incroyable des ennemis, des gangs qui se mouvent dans la nuit de New York. Et on voit que les silhouettes en fait en premier. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve incroyable dans le film en fait. Et puis on a aussi le découpage de l'action qui, pour parler d'un cadre un peu plus technique, qui ne cesse d'évoluer chez Carpenter. Parce que Carpenter, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les scènes d'action en fait sont très peu cutées en fait. Il y a un découpage très précis, mais surtout on voit les mouvements, on voit les coups, et ça m'a marqué lorsque j'ai revu le film, c'est sa modernité en fait. Mais de toute façon, le cinéma de Carpenter, et tu le disais justement, c'est un cinéma qui arrive à se débrouiller avec les contraintes. Et en fait, il en tire quelque chose de formidable qui fait que ces films ne vieillissent pas tellement, en fait, même dans un aspect esthétique. J'en parlais sur Twitter hier, un truc que j'ai trouvé formidable dans le film et qui a toujours été un peu chez Carpenter. Je ne sais pas si lui, il se perçoit comme ça, mais moi, je trouve quand même que Carpenter est aussi un cinéaste plasticien qui arrive à créer de l'esthétique, à créer une espèce d'art esthétique, mais de choses très plastiques, qui jouent avec la matière. Par exemple, on peut penser aux fantômes de Fogg, on peut penser évidemment aux monstres après qui vont parcourir sa filmographie, ou aussi sa manière de filmer les décors. Moi, ce qui m'a marqué dans ce New York 1997, c'est les interfaces informatiques, qui d'ailleurs n'existent pas. Il ne faut pas oublier C'est que génial, ouais. toutes les images informatiques qu'on voit, ce ne sont pas des images informatiques, c'est des décors filmés avec du rétroéclairage. Et c'est incroyable, hein, vraiment. Notamment, par exemple, il y a une scène dans le film que je trouve incroyable et d'une poésie, en fait, d'une beauté vraiment
qui me stupéfait en fait. Lorsque j'ai revu hier, j'étais vraiment sous le choc. C'est en fait quand il prend le planeur, qu'il arrive et qu'on Ouais. a cette musique qui est reprise de Debussy, en fait, qui est la cathédrale engloutie. Et on voit, en même temps le visage de Snake, on voit l'extérieur et on voit Ouais. l'interface. Il y a un truc d'une espèce de poésie globale que j'adore, qui participe à l'ambiance en fait, et qui en même temps est très poétique parce que il filme vraiment on a l'impression qu'en fait, la vie, la véritable vie, elle se situe dans cette zone abandonnée, quoi. Que la musique même, elle devient moins angoissante, elle devient beaucoup plus belle, et l'angoisse, elle revient quand il pose pied sur terre, quoi. Et j'aime beaucoup. Mais voilà, pour répondre à ta question, Samir, oui, c'est un film qui, mais même évolue en fait. Il y a une évolution très très claire entre ce qu'il a fait avec la nuit des masques, hein, enfin Halloween, pareil, ou dans Halloween, il y a le même truc hein, aussi de dépersonnalisation totale du mal. Avec The Et, Shape, ouais. et ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et il y avait déjà ça d'ailleurs dans son premier film, en fait, qui était plutôt une espèce de blague Dark Star, avec la créature Mm. ballon là, qu'on ne peut pas vraiment identifier, mais il y a vraiment ce truc assez stupéfiant qui, moi, me laisse vraiment sans voix, quoi. Il y a un truc. Et je suis content de l'avoir vu, vraiment, mais j'ai bien fait de le proposer parce que je voulais le revoir depuis très Mm. longtemps. Et je voulais en parler parce que c'est vrai que c'est un film qui, même dans sa manière, en fait, de filmer un faux New York, parce qu'effectivement, comme tu disais, Romain, c'est un New York fabriqué de toutes pièces, parce que tout a été quasiment tourné à Saint-Louis. Il y a un super bonus sur l'édition qui expliquait ça. C'est qu'en gros, le chef décorateur, qui est un super chef décorateur, a en fait trouvé d'abord un pont qui devait servir pour la scène de fin. Et ensuite, ils ont trouvé un quartier qui allait être détruit, qui est le quartier, c'est quasiment un quartier entier avec des rues et tout ça, que l'on voit donc en fait, et ça crée une sorte de matérialité. On y croit à ce faux New York. Et c'est ça qui est assez beau. Mais Et je pense moi, que c'est un quand je... truc sur lequel. Vas-y, Pardon, je t'en prie, Samir, excuse-moi. excuse-moi. Non, 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 je t'en prie, vas-y. Non, Juste après, juste rebondir, c'était rebondir. juste rajouter à une personne, parce que je pense que c'est quelqu'un d'important, parce que tu parlais des effets spéciaux, tu parles de la manière de traiter la file. Oui, Je pense que c'est quelqu'un qui est important, qui est Dean Cundey, qui est son directeur de la photo, avec qui va grossièrement suivre toute la carrière de Carpenter, qui va faire que notamment les effets spéciaux de Rob Bottin vont être sublimés dans The Thing. C'est le travail de la lumière qui est toujours incroyable. Alors c'est vrai qu'en plus, on parlait justement, tu parlais d'Assaut aussi, c'est vrai qu'il y a ce côté film quasiment négatif, où Assaut, une partie en tout cas du film est tournée de jour, et malgré tout, ce concept de silhouette, de shape, de mal désincarné, ça fonctionne. Enfin, désincarné, le mot n'est pas forcément su. Dépersonnalisé, je trouve que c'est vachement bien quand tu dis ça. Voilà, le fait de poser ce mal sans visage, qui est à la fois tous les visages et en même temps aucun, qui est une silhouette impersonnelle. Finalement, il y a ce travail quasiment négatif, puisque le film, pour le coup, 9h97, se passe intégralement de nuit, à part la fin. On a vraiment une inversion totale, puisque là, on a une partie qui est plutôt au début dans Assaut, qui est plutôt de jour, et à la fin, on arrive de nuit. Donc il y a tout ce truc-là qui, je trouve, fonctionne à merveille au niveau de la construction des deux films, qui se répondent et qui se répondent aussi par leur mise en pratique véritable du western, ou même inversion du western en tant que tel. Et je trouve, voilà, pour revenir, parce que là je vais aller partir sur autre chose, donc je vais essayer de rester avec ce que je voulais dire. Dean Cundey, moi je trouve que la photographie qu'il propose, elle donne de la texture, elle donne il y a quelque chose de finalement très très viscéral à tout ce truc-là, à cette ville qui est très crade, qui est très concrète, mais qui en même temps effectivement est quelque chose de complètement abstrait, vu que c'est complètement composite. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et tu parlais des effets spéciaux. Moi, il y a un plan aussi qui marque énormément, qui est ce plan de Air Force One qui vole dans les nuages, qui je trouve incroyable, qui me semble a été créé en grosse partie par Cameron, qui a débuté sur le film. Sur les effets spéciaux, il y a quelques plans. Alors, il a fait quelques petits plans sur des matte painting assez minimes, mais ce plan-là, en tout cas, d'Air Force One qui vole dans les nuages chez Cameron, et ce plan-là est aussi incroyable. Par exemple, tu disais que ça ne vieillit pas. Voilà un plan qui ne vieillit pas, qui est toujours aussi incroyable. Et encore une fois, tout ça donne de la texture à l'endroit. Effectivement, tu parlais de ce vol de planeur que moi je trouve génial, parce qu'effectivement, c'est quasiment le calme avant la tempête, avant de se plonger dans ce retour à l'état de nature où. Parce que pour rappeler quand même rapidement le scénario, cette idée que Manhattan est isolé, c'est une sorte de prison à ciel ouvert. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que chez Carpenter, il y a toujours cette idée aussi d'inversion des valeurs, parce que quand on va dans ce lieu enfermé, c'est finalement là où il reste encore un petit peu de liberté, parce qu'il sous-entend de tout finalement la diégèse en fait s'étend au-delà de ce Manhattan, parce que finalement on passe le temps dans ce Manhattan-là, mais
on peut imaginer diégétiquement tout ce qui se passe. Il y a une sorte d'extension diégétique derrière. On se dit qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, et on a tendance effectivement à imaginer que, à travers notamment les répressions policières ultra-violentes, qu'on a quelque chose peut-être de totalitaire à l'extérieur, etc. Et c'est pour ça que moi je ressens en fait quand on arrive dans ce truc-là effectivement la terreur, parce qu'il y a quelque chose de foncièrement horrifique dans cette manière de traiter les silhouettes effectivement de ces personnages sans visage qui vont et viennent dans le cadre, qui surgissent de manière un petit peu inopinée. Et en même temps, voilà ce côté où finalement ce lieu qui est terrifiant, qui est horrifiant, a quelque chose d'encore libre. Et on s'y sent finalement pas si mal que ça, parce qu'on a une forme de liberté à l'intérieur de tout ça. Et je trouve que l'incarnation de cette liberté, c'est Snake, foncièrement, qui est vraiment ce personnage qui est profondément désabusé, cynique, et qui trouve ce dernier espace de liberté au sein de ce cynisme-là qu'il se plaît à pratiquer, si je puis dire. Mais quand on redécouvre, quand on le revoit pour je ne sais combien de fois ce film aujourd'hui, comme nous, comme moi par exemple, c'est ce qui est assez impressionnant. Alors, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Je suis entièrement d'accord avec vous. En plus de ça, j'avais eu la chance de le voir vraiment dans une très bonne copie, on va dire ça comme ça. Donc, les plans sont sont beaux, sont bluffants et sont terriblement beaux. Et c'est là où, en fait, où je veux en venir, c'est que je trouve que dès le début du film, hein, vraiment dès le début du film, il installe un travail sur la durée qui est particulièrement éprouvant et en même temps attachant. Et plus on avance dans le film, plus c'est de cette manière qu'il construit. Et moi, je voulais vous demander, parce que moi, bizarrement, je trouvais que cette beauté qu'il insufflait dans la construction, dans la composition de ses cadres, mais aussi ce comment dire, rajouté par un travail très fort sur la durée, je trouvais que le tout donnait au film quelque chose de très sacré en fait. C'est ça que j'ai ressenti cela avec ce film-là, quelque chose de très sacré. Et je me suis dit que peut-être la force venait avant tout dans son scénario. J'ai l'impression que écrire cette histoire de cette manière-là, en insistant sur l'étirement des plans, en insistant sur la beauté de certains plans aussi, en insistant sur le fait que le personnage, à un moment, il est aussi perdu que nous. Nous avançons ensemble avec lui. C'est quelque chose. Il est très bizarre ce film. Il est très bizarre parce qu'en même temps, parfois, il emprunte aussi des choses que nous connaissons déjà. Mais je trouve que c'est vraiment un film quand même assez bizarre. Et je me demande, est-ce que cette bizarrerie, qui finalement donne de très belles choses, est-ce que elle ne serait pas d'abord dans le scénario et dans la construction de son scénario. Alors vous avez évoqué, Nico ou toi Romain, je ne sais plus, le Watergate, la guerre du Vietnam, etc. Bon, quand on voit ce film aujourd'hui en 2023, il y a des moments où on se dit mais c'est incroyable, c'est ça les grands cinéastes travaillent le présent pour mieux aussi nous expliquer un peu comment le monde peut devenir. Et les plans du planeur, je veux dire, on a l'impression de se retrouver en septembre 2001 pour le coup là aussi. Donc il y a beaucoup de choses, de ponts qui sont de passerelles, mais sans qu'ils le prévoient, enfin, qu'on s'y prie. Et voilà, il y a cela. Le rapport au scénario, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je vais juste rebondir sur un truc par rapport, tu disais avant que peut-être Nico détaille peut-être sur le scénario, mais il y a un truc sur la temporalité que je trouve incroyable dans le film. Parce qu'il y a tout le travail sur cette idée de cette urgence, cette situation, ce compte à rebours inexorable de la mort de Snake qui est prévue, et il faut absolument qu'il se démerde pour sauver le président avant finalement que ses artères soient bouchées, qu'il y ait une explosion à l'intérieur. Il y a ce truc-là où à la fois il y a une urgence de la situation, mais ça c'est illustré par des plans qui sont très posés, où on prend le temps. Ou même Snake, au bout d'un moment, il sait plus quoi faire et il s'assoit sur une chaise, ce qui est quand même très très paradoxal du point de vue d'un questionnement sur un film d'action, parce que c'est quand même un film d'action qui a un concept de cinéma d'action qui est mortel, qui est de dire voilà, il y a un temps limité. C'est quasiment ce qu'ont repris, alors je sais plus comment il s'appelle, Mark Neveldine et Brian Taylor dans Crank, donc dans Hypertension, avec Jason Statham. C'est à peu près le même système de fuite irrémédiable vers l'avenir pour pouvoir s'en sortir. Et là, il y a ça.
Sauf que là où dans Crank, pour prendre cet exemple-là, qui est un film complètement con, mais que j'aime bien parce qu'il est complètement con, dans Crank, c'est toujours hystéro, complètement. Il y a ce truc-là. Carpenter ne prend pas la solution de facilité. Il va pas vers une sorte de trip hystérique. Non, il reste sur un trip posé, tout en insufflant par son écriture l'urgence. Sauf que ça ne transparaît pas dans les images et ça permet de poser ce cadre, de créer cette temporalité qui s'étire. On a presque cette dilatation du temps perçu par rapport au temps qu'on vit. Et je trouve ça assez génial, en fait, parce que cette tension, ce suspense, au sens Hitchcockien du terme, parce qu'on a clairement un MacGuffin, hein, c'est clairement ça. Et le fait d'étirer le temps perçu, de l'étirer jusqu'à ce que justement ça devienne insoutenable et qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout, jusqu'à effectivement ce moment où Snake se pose sur une chaise pour réfléchir, ce qui n'est pas forcément le propre du cinéma d'action, mais pour encore étendre l'attention parce qu'effectivement il est au bout, il ne sait pas quoi faire. Je trouve ça absolument génial de gérer ce paradoxe temporel de manière assez géniale. Je vais répéter Non, mais deux fois par contre, génial, Mais par contre, c'est très hawksien, parce que chez Hawks, oui, les oui, personnages, les deux. les mâles, hein, plutôt, Oui. pas souvent les femmes, hein, bah, ça c'est hawksien aussi. Enfin, ou alors quand ce sont des femmes, ce sont des femmes fortes. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand on me dit que Ridley Scott, il s'est passé quelque chose, il a créé la femme. Pas du tout. Il a regardé Hawks surtout. Et après la femme forte, c'est autre chose. Ça, c'est un truc qui me dérange. Bon, je repère la parenthèse. Mais là où je veux revenir, non, c'est ça chez Hawks, il y a de cela beaucoup. Oui. Regarder les hommes réfléchir. Mm. Je me souviens de quelques plans de John Wayne dans Atari. Il y a de cela. Je referme la parenthèse. Pardon. Ah, mais c'est très 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 bonne. C'est très bien de faire le pont, c'est nickel. Est-ce que Arto, Nico, qu'est-ce que toi, ouais. qu'est-ce que tu en penses de ça par rapport à cette idée peut-être intéressante ou saugrenue, peu importe, sur le scénario et peut-être aussi rebondir sur autre chose qui t'aurait bien marqué et que tu aimerais bien nous faire partager aussi. Bah, justement, pour cette histoire de scénario, je suis bien d'accord avec cette idée parce que effectivement, il y a cette opposition entre la temporalité d'un film d'action basique, c'est-à-dire que ou de peut-être de facilité, effectivement, de nervosité que l'on pourrait attendre d'un. Quoique à l'époque, c'était encore un peu compliqué parce que le cinéma d'action était conçu d'une autre façon, mais l'urgence, en tout cas le suspense, était là. Et si effectivement on pense au système du suspense Hitchcockien, le Hitchcock, même si effectivement il y a aussi cette espèce d'opposition, hein, il y a quand même une lenteur parfois, mais il y a quand même une volonté de vitesse, de fuite. Je pense notamment tout simplement à la corde qui est littéralement l'incarnation du temps qui passe en temps réel et donc qui passe plus vite et qui rattrape les personnages. Euh, c'est vrai que ce film, moi j'avais pris volontairement cet exemple hein, de l'atterrissage, parce que l'atterrissage, c'est un pur. Je sais pas, c'est un pur espace de poésie, mais en même temps, effectivement, est-ce que ça vient du scénario? Est-ce que ça vient de Carpenter qui s'est dit à un moment, oui, il faut quand même que le film aille ailleurs. Je ne sais pas. Mais si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai pu voir factuellement, hein, là pour parler de quelque chose de plus factuel par rapport à l'écriture du scénario, le scénario a été souvent réécrit. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont liées au décor en tant que tel, notamment au travail du décor et comment il a été envisagé par Carpenter, par son chef décorateur et par Dean Cundey. Il y a des trouvailles effectivement qui ont été faites sur place. J'aimerais bien voir si on peut lire le scénario éventuellement, parce que c'est vrai que je ne connais pas trop la manière d'écrire de Carpenter, qui me semble a quasiment signé tous ses films en tant que scénariste aussi, hein, avec un co-scénariste, parce qu'il a été co-scénarisé dans d'autres films. Et je sais par contre que le film, en fait, est une forme d'adaptation. Alors, c'est une adaptation pas fidèle, hein, mais il a pensé en fait à un roman de science-fiction dont j'ai plus le nom, j'ai oublié, qui racontait la même chose, mais sauf que c'était un homme en fait qui était envoyé sur une planète et qui devait infiltrer avec la même idée de il y a un temps, il y a quelque chose comme ça.
Et c'est vrai que lorsque j'ai vu le film récemment, hier, j'ai été assez frappé par cet aspect méditatif. Et aussi, il y a un autre truc qui, moi, me surprend, c'est il y a la lenteur de ce monde dévasté, silencieux, un peu surprenant aussi. J'avais oublié il y avait un travail si poussé sur l'ambiance, Mm. sur la, sur la ville de nuit. Moi, j'adore les films qui se passent de nuit. Je trouve ça formidable. Enfin, j'en ai fait un récemment et j'ai revu il n'y a pas très longtemps un film d'ailleurs qui n'est pas si loin de ce film-là, qui est PTU de Junito, Mm. qui est un film avec une ambiance effectivement de nuit extrêmement travaillée, qui dégage quelque chose de très fort. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu le Carpenter là, j'étais surpris par il y a des plans séquences à ce moment, enfin des plans beaucoup plus longs où on voit on le suit en train littéralement de déambuler, quoi. Vraiment quelque chose où il cherche, il y a quand même cette idée d'ailleurs un peu cynique de la cause perdue, c'est-à-dire que c'est un personnage, et là on serait peut-être plutôt proche du scénario, où c'est un personnage qui va peut-être pas y arriver, et à plusieurs moments, on pourrait penser qu'il pourrait mourir, on pourrait croire qu'il ne va pas gagner. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'a réussi à faire Carpenter, et ça, je trouve ça assez formidable dans la suite aussi. Où dans la suite, c'est pareil, il y a une forme, même si la suite est plus comique, encore plus cynique, il y avait pareil cette espèce de sorte de poids, de poids. Et pareil, il y a un poids de la mort aussi. Il y a quand même une image, moi, que j'oublierai jamais dans ce film, que j'avais oublié, c'est quand même cette séquence où on voit vers la fin le président qui tue un pauvre, Oui, tout à fait, oui. tire sur un pauvre. Et Carpenter, quand même, alors que pourtant le Duke, le fameux antagoniste, le chef, le numéro un, celui qui est le mal personnalisé, c'est vraiment un personnage qui est un peu détestable, hein, enfin qui est vraiment une ordure, quoi. Et pourtant, ce fameux président magnifiquement incarné par Donald Pleasance, on pouvait penser au début c'était une sorte de président un peu maladroit, un peu presque comique, un peu, hein, une sorte de mec qu'on me place là, qui n'a pas d'autorité, qui est juste ce qui est sous-entendu par le film, qui est une sorte juste d'incarnation du pouvoir, mais qui n'a pas vraiment de pouvoir. Parce que ce qui est quand même dit, c'est littéralement, même si le président n'est plus là, bon, on s'en fout, hein, on déclenche quand même le truc. Mais cette image, quand même, du président qui prend un plaisir parce qu'il a été effectivement torturé, mais qui quand même prend un plaisir à tuer un pauvre, c'est quelque chose que je trouve très fort. Et souvent dans le film, il y a vraiment des trucs où il y a des séquences où on voit la mort, mais d'une manière assez brute, quoi. Mais ce qui est souvent chez Carpenter d'ailleurs. Et ça me rappelle un peu ce que faisait par exemple Peckinpah avec la mort, notamment. Lorsque Peckinpah, alors lui, Peckinpah, il se sert plutôt du ralenti pour montrer la mort, son poids. Et par exemple, quand Brain meurt, c'est une scène terrible, quoi. Vraiment, cette séquence, et aussi le chauffeur de taxi qui meurt brûlé, quand même. C'est vraiment assez terrifiant, quoi. Il y a vraiment un truc assez fort dans ce film par rapport à ça. C'est vrai que tu dis sur la violence, c'est intéressant parce beaucoup la violence est très sèche en fait, continuellement. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on a pu penser ou ce qu'on a pu dire de manière un peu extérieure en disant que Carpenter c'est un cinéaste du gore, c'est peu le cas en fait. En réalité, il y a peut-être que The Thing on peut considérer comme étant vraiment une séquence, un film avec des effusions gore, mais qui finalement ont du sens et ne sont pas finalement ce qu'on avait dit quand on avait parlé avec Samir, c'était que finalement on cache sous le fait de montrer finalement. Mais là, les morts sont assez tragiques dans la mesure, effectivement, il y a quelque chose un poids extrêmement lourd, parce que finalement, le personnage de Snake, c'est un personnage qui s'en bat les couilles continuellement de tout, en fait, il s'en fout de tout. Mais il y a ces deux moments-là, effectivement, avec la mort de Brain et la mort du personnage qui est interprété par Adrienne Barbeau, qui sont deux moments, en fait, extrêmement tragiques, où finalement, ce personnage qui semble décorrélé d'absolument tout, qui s'en fout de tout, va soudainement avoir de l'empathie pour ces personnages-là, pour ces personnages qu'il a croisés, pour lequel au départ, encore une fois, il se mettait totalement à l'écart en disant qu'il ne veut être touché par rien, et à ce moment-là, il est touché. Ce qui, je pense, effectivement, lui poussera à la décision qu'il prend à la fin, peut-être, on peut interpréter une certaine mesure comme ça, peut-être aussi. Mais c'est ça que je trouve hyper intéressant, en fait, c'est cette manière de traiter ce personnage qui est complètement décorrélé, et quand la mort advient, je trouve que la mort prend encore plus de poids, parce qu'elle est traitée de manière extrêmement sèche dans le cadre. C'est effectivement,
contrairement peut-être à Peckinpah, où on va travailler effectivement sur le ralenti et dilater ce temps-là, finalement, là, les morts sont plus brutales et sèches et beaucoup plus cut, si je puis dire, enfin beaucoup plus courtes, pardon, c'est mieux, beaucoup plus courtes. Finalement, elles n'en deviennent que beaucoup plus fraîches. Finalement, c'est ça l'horreur de la mort, c'est cette sécheresse, cette brutalité, le fait que ça frappe de manière presque aveugle et très très voilà, on peut, quand une fois que c'est fait, il y a pas d'agonie, il y a presque pas cette idée d'agonie, tout ça, ça frappe et c'est terminé, ça s'arrête. Et je trouve que c'est extrêmement extrêmement fort, extrêmement puissant et ça donne du poids effectivement à tout ça. Malgré le cynisme, les quelques éléments, les quelques touches d'humour, le film reste extrêmement sombre, extrêmement noir, et il est effectivement parcouru de bout à bout par la mort, en fait. Et c'est ça qui est vraiment assez terrifiant. À plus forte raison, puisqu'en plus, le personnage de Snake Plissken, c'est la mort, en fait. À chaque fois qu'on le croise, on parle de la mort. Il y a ce gimmick qui est très drôle, où à chaque fois qu'on le voit, chaque mec qui le croise dit, je croyais que tu étais mort. Alors, ce qui permet de mythifier le personnage en termes d'iconisation, c'est génial. C'est à la fois extrêmement drôle. Et en même temps, en plus, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Alors, a priori, c'est ce que j'avais cru entendre. Carpenter a tourné une séquence avant qui n'a pas été retenue au montage final et dans lequel on voyait un braquage, notamment que faisait Snake avec un. Braquage, c'est le braquage qui l'emmène en prison au début du film. Voilà. Et normalement, ce truc-là a été filmé, effectivement. Et en fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de laisser l'appréciation du spectateur véritablement, en fait, ce qui a pu lui arriver. Et ça lui donne quasiment, voilà, là où effectivement il y a une sorte d'incarnation du mal abstraite face à lui. Il y a une sorte, mythologiquement, je trouve qu'il y a quelque chose de presque, on va iconiser le personnage, le rendre aussi quasiment abstrait. En fait, c'est une sorte d'incarnation presque mythologique de ce héros badass. Qui finalement n'était pas totalement en corrélation avec à la base Kurt Russell à la base, puisque lui vient de Disney. Bon, effectivement, il y a eu, c'est un enfant star. Ouais, c'est l'enfant star Disney. Donc, tu vois, quand je le revoyais, en fait, j'ai pensé à ça parce que récemment j'ai revu Spring Breakers d'Harmony Korine, qui est un film que j'aime énormément, et dans lequel justement Harmony Korine prend énormément plaisir à complètement twister, à pervertir les icônes Disney. Et j'ai trouvé ce truc-là intéressant en ayant en tête Harmony Korine juste avant, me remettre en fait dans Carpenter, cette manière dont Carpenter a de travailler ce personnage-là et cet acteur-là, en fait, en le glissant dans cette peau de ce personnage badass, cynique, qui n'a rien à foutre de tout. Je trouve ça hyper intéressant, en fait, dans cette manière de pervertir encore une fois cette icône et de l'iconiser d'une autre manière. J'ai une question très très grossière. Est-ce qu'on peut dire, en parlant de ce film, et peut-être aussi d'autres, de Carpenter, est-ce qu'on peut dire que c'est un film qui est énormément axé autour de la lutte des classes? Et deuxièmement, se dire que peut-être Carpenter, de par d'autres propositions, comme dans certains moments dans Assaut, dans Fog, le retour de ces lépreux, dans Prince des Ténèbres aussi, cette communauté qui se crée où il y a de tout. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cinéaste un peu marxiste? C'est compliqué parce que je vais peut-être te laisser répondre, Romain. Je sais pas. Je t'en prie. Mais moi, je suis plutôt je suis un peu plus sérieux dans ce questionnement au niveau de la lutte des classes, les conditions sociales. J'ai l'impression que c'est peut-être un aspect qui est peut-être important chez lui aussi. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'est bon. Il suffit de penser à Veilive. Il suffit de penser à... Et même d'ailleurs à Fog, parce que Fog, n'oublions pas que c'est des pirates qui ont été volés, qui se vengent. Voilà, entièrement d'accord. C'est quand même ça. Et même, de toute façon, Assaut, pareil. Dark Star, c'est des pauvres qui sont dans un vaisseau et qui sont abandonnés. Voilà, c'est pareil. D'ailleurs, qui sera repris dans Alien. Et ça aura bien fait chier ce pauvre Carpenter. Parce que, d'ailleurs, en fait, Alien est un projet, juste pour en parler, Alien était un projet prévu par Carpenter à la base, puisqu'en fait, c'était un remake d'un film de Mario Bava qui s'appelle les vampires de l'espace, je sais plus, je crois que c'est ça. Et en fait, voilà, et Carpenter en a beaucoup voulu, et The Thing était une réponse à... Et d'ailleurs, pareil... pardon. Et le lien, effectivement, aussi, c'est quand même foncièrement Dan O'Bannon, en fait, qui était déjà à la base et qui a écrit, notamment lors de après son hospitalisation en France et l'avortement du projet de Jodorowsky qui est Dune, s'est retrouvé en France et a écrit, en particulier pour le coup Alien. Il a écrit notamment aussi Total Recall, qui a été réalisé par Verhoeven plus tard. Mais il a écrit en tout cas les premiers jets. Effectivement, Alien, il a une importance capitale, O'Bannon. D'ailleurs, O'Bannon qu'on retrouve très souvent chez Carpenter, qui a un petit rôle dans Fog aussi, donc c'est un pote de longue date puisqu'ils ont fait leurs études ensemble, et Dark Star, c'est un projet qu'ils ont fomenté à deux, donc c'est effectivement, il y a un lien très très étroit.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et pareil, si tu penses, Halloween, qu'est-ce que c'est? À part que pareil, c'est la lutte des classes pure. C'est-à-dire que c'est un homme qui est un paria, hein, qui est un gamin qui a malheureusement, qui est né avec le mal et qui a été isolé, qui revient pour se venger, qui est totalement dépersonnalisé, qui est un fantôme, hein. Mais pareil d'ailleurs, Christine, c'est quoi si ce n'est, ça parle du Fordisme, ça parle de la fabrication d'une voiture qui se venge, qui pareil, ne sert qu'à conduire, qui voudrait être un peu plus. C'est ça la beauté des films de Carpenter, c'est ce que je disais au début, c'est qu'ils parlent évidemment de la société, hein, bon, ça c'est un peu le truc, la fameuse phrase que l'on ressort tout le temps, mais vraiment là, il y a quelque chose où en fait, moi c'est ce que j'aime beaucoup chez Carpenter, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, comme Tsukamoto que j'ai redécouvert récemment, c'est des cinéastes qui ne distinguent absolument pas la forme et le fond, quoi. C'est-à-dire que c'est la forme qui crée le fond, parce que Carpenter, qu'est-ce qu'il fait? Si ce n'est de montrer directement le système, de montrer directement le fonctionnement, sa destruction, de montrer directement les gens. Franchement, quand on voit les personnages dans New York 1997, la- les riches, leur manière ou le personnel de l'ordre, le président, tout ça, leur manière de réfléchir, on ne peut que penser à certains hommes politiques qu'on entend parler tous les jours dans les médias, quoi. C'est ça qui est assez terrifiant et assez amusant aussi. Ou sinon, par exemple, aussi dans la suite, Los Angeles 2013, le président des États-Unis, il fait vachement penser à Trump avant l'heure. Il y a quelque chose de très cynique. C'est quand même un gars qui veut faire assassiner sa propre fille parce qu'elle est idéologiquement différente. C'est une fille qui vient d'un héritage très qui se cherche politiquement, qui est un peu une fille qui pourrait faire penser à des babacoots des années 70, quoi. Et on pense, de toute façon, pareil, New York 1997, c'est littéralement inspiré du scandale du Watergate. Et qu'est-ce que c'est le scandale du Watergate? C'est la chute de Nixon, un homme qui a voulu tuer la gauche, littéralement. Et qui était un homme dangereux, au point où c'est pas pour rien qu'il y a eu le scandale du Watergate. Et c'est intéressant de voir que Carpenter est quelqu'un qui n'est pas là pour donner une leçon. Moi, je pense pas qu'il soit là pour donner une leçon, mais plutôt pour montrer quelque chose et en fait, c'est comme s'il posait quelque chose direct, comme s'il faisait un manifeste, en quelque sorte, et qu'il le posait directement, et c'est à nous de voir ce qu'on peut en faire. En fait, c'est comme je pense que toute la filmographie de Carpenter, et notamment ce film aussi dont on parle, il a l'image de cette fameuse séquence qui ouvre They Live, où on voit They Live inscrit sur un mur, qui s'inscrit directement par la caméra, par le fondu enchaîné sur un mur. C'est ça le cinéma de Carpenter, c'est que le cinéma de Carpenter, il se pose sur un mur. C'est une indication à suivre. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec lui, c'est ce qui me touche beaucoup, c'est-à-dire que je pense il me semble que Carpenter, il aime pas trop qu'on parle de politique dans ses films parce que c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Je pense qu'il est plutôt humble et qu'il a pas envie de. Et puis c'est un truc un peu américain, ça aussi, de pas trop parler de ce qui est dit dans les films, enfin de ce que l'on veut dire, enfin de prendre plutôt l'aspect entre guillemets divertissement, de faire vraiment du cinéma d'exploitation, de faire du cinéma. Je crois qu'il est très politisé, Carpenter. Je crois que ses Il films me- son film sont Ah oui, oui, délibérément très politisés, hein, chez il est Carpenter. très politisé, mais il me semble qu'il y avait une réponse, alors à vérifier, mais il me semble qu'il avait dit un truc comme quoi il voulait pas. Il avait répondu à un critique qui avait dit oui, vos films ils sont formidables parce qu'ils parlent de politique. Alors peut-être que ce qu'il avait déplu dans cette question, c'est que il me semble qu'il y a Oui, une période où Carpenter était un peu le méprisé. raccourci, en fait, c'est ça. Dans Oui, la construction de la question n'est qu'un raccourci, finalement. Parce c'est que, ça. moi, je t'interromps 2 secondes, je crois que c'est la revue Eclipse. Il y a eu Ah un oui, spécial Carpenter,
qui a été, et c'était ce spécial Carpenter était dirigé par nos amis Saad Chakali mon ami Saad Chakali et Alexia Roux, et je sais que alors donc c'est un collectif, donc il y avait plusieurs contributions et je sais qu'il y avait aussi des contributions de cinéastes, dont un qui s'appelle Hassan Salhab, qui est un cinéaste libanais, qui était déjà venu sur la chaîne d'ailleurs, et qui lui raconte comment il a découvert Carpenter à Beyrouth pendant la guerre. Malheureusement, quand on dit guerre au Liban, c'est un pléonasme. Donc, et il y voyait des choses que lui, l'adolescent libanais, qui le renforçait dans ses gestes politiques. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, et je crois que c'était délibéré. Je veux Bien dire, sûr. ça se voit chez Ah ouais, voir je un pense film que comme Vampire, c'est Ah oui, oui, particulièrement oui, impressionnant. oui, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense que Carpenter, il y a une période où il a été extrêmement méprisé et qu'on l'a pris pour Oui. tout simplement ce que malheureusement a subi une grande partie du cinéma fantastique, du cinéma qui ne raconte rien, quoi, mais ne dit rien, est un Mm. cinéma juste de l'amusement. Et d'ailleurs, pour moi, à mes yeux, rien n'empêche l'un ou l'autre. là, Et en fait, je pense que c'est ça qui avait gêné. Évidemment que Carpenter, c'est particulier parce que, après, est-ce qu'on peut dire qu'il est marxiste? Je ne pense pas. Non, ça Parce c'était une que, petite blague, c'était une mais, vanne. mais C'est une vanne, c'est une vanne. c'est une vanne, mais elle est intéressante parce que justement, les États-Unis, c'est très compliqué de les situer politiquement. Et les Américains aussi, parce que il y a un clivage, on nous fait toujours croire qu'il y a un clivage politique très clair entre démocrates, républicains. C'est très compliqué parce que bon, les démocrates sont autant de droite que les Oui, républicains le c'est pour sont. ça, j'allais te contredire quand tu as dit Nixon voulait tuer la gauche, mais j'allais te dire, mais tu sais, la gauche aux États-Unis, c'est un peu compliqué, donc Oui, les oui. démocrates plutôt. Alors, pour le coup, ouais, les démocrates, c'est ça, c'est les démocrates. Ah oui, mais pardon, mine de quand je rien, parlais de Nixon voulait tuer la gauche, je parlais de la chasse aux communistes Ah oui, 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 ah oui, d'accord, ok. Donc ça, c'est mais autre, oui, mine de rien, d'accord. quand c'est tu plus quand tu parles du littéral. clivage, quand même, Nicolas, c'est qu'il pour moi, il est assez important parce que le clivage, il existe entre Carpenter et Kurt Russell, en fait, foncièrement, où il y a c'est Et pour ça oui, qu'ils s'apprécient énormément. oui, C'est qu'il y en a un qui est quand même, qui se revendique comme libertarien, il me semble, hein, Oui, Kurt oui, Russell, et ils ont bien sûr. vraiment de véritables tensions tous les 2. Et Carpenter dit que c'est de là qu'est issue leur profonde amitié, elle est issue de ces discussions qu'ils ont tous les 2. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et pour redire ce que disait Nico, moi je pense effectivement, alors je sais pas, je voulais juste renforcer par rapport à ce que tu disais, mais je pense qu'en fait Carpenter n'est pas un cinéaste du discours. Pour moi, c'est pas quelqu'un, je pense que ce que tu veux dire par morale, il y a pas, enfin, il y a pas de côté moralisateur, il ne exactement. sert pas une sorte de discours préconçu, Carpenter. Carpenter, tu le reçois, il pose effectivement un constat sur le monde, et après, c'est à toi, spectateur, d'en tirer ce que tu veux. Et c'est ça qui, pour moi, est intéressant. C'est pour ça que j'ai un souci, moi, avec le cinéma qu'on considérait comme qui serait très discursif, qui t'impose une sorte de truc préconçu. Je trouve pas que Carpenter, alors forcément, ce point de vue qui est posé sur quelque chose, il est orienté nécessairement, mais il en tire pas un discours qu'il te sert comme ça. Et Alors, je me suis mal exprimé. Quand je parle de politique, quand je me permets d'intégrer ce mot-là dans le cinéma, c'est uniquement pour le geste. C'est ouais, pas dans ce que ça dit. Au contraire, je ne supporte pas les films discursifs. Ouais, ouais. Exemple. On parle de cinéma, donc prenons un exemple, prenons une image, un plan. Pratiquement un des derniers plans du film où le président fait son allocution, son discours, là pour le coup, et il dit ce discours qu'il enregistre et qu'il à destination d'un conseil international, l'ONU, je crois, je ne sais plus, bref. Et là, il doit leur faire écouter quelque chose de très important qui est lié au nucléaire et tout. Et finalement, ça n'est pas ça, c'est bon, c'est du jazz. J'explique pas pourquoi, faut voir le film. Mais je trouve que là, Formidable. c'est un geste politique extraordinaire. En plus, le jazz, Formidable. je veux dire, c'est C'est magnifique, formidable. ça veut dire beaucoup de choses. C'est de là où pour moi, c'est ça et le politique, on va dire.
le geste Mais, poétique. mais pour moi, de toute façon, Carpenter a toujours été un cinéaste des laissés pour compte, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est toujours mis du côté des laissés pour compte. Il y a toujours ça. Enfin, je veux dire, le fait que dans Prince des Ténèbres, il y ait cet assaut d'une bande de SDF, dont, au passage, qui est foncièrement la contre-culture, dont le chef est interprété par Alice Cooper, ce qui est pas, quand même pas anodin. Ce qui est génial, moi je trouve ça absolument génial. Et il est toujours de ce côté-là, en fait, même s'il y a ce côté menaçant, angoissant, exactement comme on disait de ce qui se passe à l'intérieur de ces silhouettes et de ces gangs à l'intérieur de la prison. Finalement, c'est là que se trouve quand même encore une fois la liberté. En fait, elle est là, et de ce côté des laissés pour compte face à prenons l'exemple de Halloween dont tu parlais tout à l'heure, face à ces banlieues bourgeoises qui sont sclérosées par leurs normes, par la religion, par leur bondieuserie, etc. Toutes ces choses-là, en fait, il crache vraiment dessus. Enfin, moi, Halloween, c'est ce que je trouve hallucinant dans Halloween, la manière dont il traite cette banlieue bourgeoise. Il y a une sorte de mépris absolu pour cette banlieue. Moi, je trouve qu'il est extrêmement dur vis-à-vis de ça. Et à côté de ça, voilà, il se met du côté des frics, des laissés pour compte, et il est toujours de ce côté-là. Il nous place, nous, toujours de ce côté-là aussi. C'est pas pour rien, effectivement, que New York 87 ne se passe que dans cette prison-là et qu'on n'en sort pas finalement. À nous d'imaginer ce qu'il y a à l'extérieur. On est angoissé parce qu'on arrive dans ce truc-là, mais finalement, à terme, en fait, on s'y sent bien. Il y a un petit peu. Alors, je vais rebondir sur Tsukamoto parce que, pareil, je revois du Tsukamoto en ce moment. Quand on voit Tsukamoto, mais ça marche aussi pour le Crash de Cronenberg, quand Tsukamoto travaille notamment dans Tetsuo 2 sur cette dichotomie entre le Tokyo froid, déshumanisé, déshumanisant, la colorimétrie est très bleutée, et que le sous-sol où se trouvent les monstres, tout est rouge, on est dans un truc où finalement on est dans une couleur beaucoup plus chaude et on est plus à l'aise dans ce monde souterrain, exactement comme mine de rien dans Crash, on a le même système, la même dichotomie de colorimétrie. C'est très japonais parce que ça peut ramener à Matango, par exemple, Minoshiro Honda, où finalement les gens mangent ces champignons, deviennent des monstres, et finalement, au bout d'un moment, ils mangent plus les champignons parce qu'ils kiffent manger les champignons, mais parce qu'ils veulent devenir des monstres. Et c'est l'idée qu'on est finalement beaucoup mieux, en fait, de ce côté-là, on est plus libre. Là, je cite ouvertement ce que dit Jean-Pierre Dionnet quand il parle de Tetsuo 2 et qu'il explique en fait ce renversement, cette inversion des valeurs dans le cinéma japonais, où finalement le monstre n'est plus la menace, mais cet état dans lequel on désirait être, parce que finalement on est beaucoup plus libre. Je trouve qu'il y a un petit peu quand même ce côté-là chez Carpenter, où du côté de ces classes sociales, c'est très hegelien sur le fond, de cette idée de dire que c'est les esclaves qui font avancer l'histoire, qui sont créateurs d'histoire, et nous les maîtres, pour revenir à la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. Oui, exactement. Et c'est pas pour rien, je pense que Carpenter fait un film qui n'a pas marché, qui avait été détesté pour ça, qui est le magnifique Jack Burton. Parce que dans Jack Burton, c'est un film qui reprend le cinéma asiatique, d'Asie de l'Est, de manière générale, donc le cinéma de Hong Kong, etc., qui parle des communautés chinoises aux États-Unis, et qui fait un film qui adopte les codes en fait esthétiques de Tsuyark, etc. Et je trouve ça magnifique. Et le film avait été détesté pour ça à l'époque, parce que justement, ça ne plaisait pas, parce que c'était des codes qu'on ne connaissait pas, et qui en fait étaient vraiment en contradiction totale avec ce qu'on attendait d'Hollywood. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ce que j'adore chez Carpenter, c'est-à-dire que il y a ce truc effectivement d'incarnation pure de l'idée. Il suffit de penser aussi à un truc tout bête, mais dans New York 1997, il filme à plusieurs moments un barrage. Alors je sais plus quel barrage c'est. Et en fait, dans le bonus que j'ai vu, ils avaient dit que Carpenter avait eu l'idée de choisir le format scope de 35 pour justement allonger le barrage et lui donner cette espèce d'esthétique un peu nazie. Et en fait, où littéralement, ils ont disposé aussi les drapeaux américains de la même manière que les nazis avaient mis en place les drapeaux de l'État du Reich, quoi. Et je trouve que déjà, c'est extrêmement pernicieux et c'est génial. Là où, du coup, Los Angeles 2013 sera beaucoup moins subtil, mais c'est génial aussi, parce que la première apparition de la police dans Los Angeles 2013, c'est littéralement des CRS avec un aigle royal dessus, et ça fait penser à l'aigle royal, il manque plus que la croix gammée autour. C'est un truc... et c'est ça un truc, je sais qu'il n'est pas très apprécié, Los Angeles 2013, mais bon, on est un peu obligé d'en parler, puisque du coup, c'est la suite. Mais moi, c'est un film que j'aime beaucoup,
parce que c'est un film, je crois, il me semble, que Carpenter le rejette un peu, mais en même temps, c'est un film qui m'écrit fuck tout le temps, quoi. C'est vraiment, génial. il y a littéralement un plan où on voit Hollywood en train de brûler, vraiment, le panneau Hollywood, il y a qui est en train de tomber en ruine. Et je crois qu'il y a aussi Universal qui est sous l'eau à un moment, quand il traverse avec le sous-marin. C'est juste incroyable. Mais ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que, pareil, il arrive en fait du coup, à mélanger cette espèce d'aspect plus bariolé, plus baroque, avec la dureté quand même du premier, parce qu'il y a cette scène terrible où la fille qu'il rencontre et qui sauve des mains des espèces de manias de la chirurgie esthétique, là, où il y a Bruce Campbell C'est qui vrai. fait un petit coup, il la sauve et en fait elle se fait abattre, mais vraiment au milieu de la rue, gratuitement, et c'est ultra rapide et c'est très violent, quoi. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et pareil, il y a un gros fuck à la fin, puisque du coup, ce qu'il fait, c'est que, et là, c'est vraiment un geste assez fort, c'est qu'il transforme l'entièreté du monde comme Los Angeles, comme cette espèce de prison où il y avait la liberté, où il va plonger le monde entier dans un blackout. Et c'est intéressant quand même qu'il parle de ce blackout dans la suite, parce que j'ai vu donc dans ce fameux bonus aussi que le film le premier, New York 1997, faisait peur aux Américains parce que ce New York plongé dans la nuit, ça leur faisait penser au Oui. blackout qu'avait vécu New York il y a quelques années avant. Et c'est intéressant quand même il repart du blackout dans la suite et que ça se passe dans Los Angeles, en fait. Je trouve ça assez étonnant. Il y a un truc presque de contamination. D'ailleurs, de toute façon, c'est une thématique récurrente chez le cinéaste, c'est la contamination. Mais là, c'est une contamination positive, en fait, où peut-être que l'idéal, bah, c'est l'anarchisme. D'ailleurs, pour répondre à ça, moi, je pense plutôt que Carpenter est une sorte d'anarchiste, un peu. Il a pas de projet politique précis. Par contre, il a une vision du monde qui existe, qui est là. Mais il y a pas c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse totale chez Carpenter. Par contre, il y a une idée il y a une sorte d'impulsion, on va dire. C'est comme un appel à l'action, un peu. Oui, C'est je comme ce qui se pense. passe dans They Live. En fait, littéralement, l'injonction de They Live, c'est mettez vos lunettes Oui. et voyez ce qui se passe, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est ça aussi, parce que même s'il manque un œil chez Snake Plissken, il voit plus de choses que les autres, quoi. Alors, ouais. C'est ça qui est formidable. Peut-être une dernière chose pour conclure. Je rappelle que c'est une série d'émissions spéciales John Carpenter. Romain qui est à l'initiative, Romain Rimbaud qui est à l'initiative de cette série d'émissions, invite des confrères à venir discuter d'un film choisi par un confrère. En l'occurrence ce soir, enfin je dis ce soir parce qu'on enregistre le soir. Aujourd'hui en tout cas, on parlait de New York 1997, film réalisé en 1981, et c'était avec l'ami Artopolis, Nicolas Aka de la chaîne YouTube Artopolis. Un dernier mot peut-être pour conclure, Romain. Merci. Mais non, mais je veux dire simplement, très simplement et très rapidement, merci à tous les deux. Déjà, merci à Samir de permettre cette petite parenthèse carpenterienne chez lui, en son humble demeure. Et merci Arto d'avoir accepté de jouer le jeu et Merci à toi. d'avoir encore une fois transmis toute sa passion de Carpenter, parce que c'est ça aussi. Le but, c'est ça, c'est que chacun transmette sa passion de Carpenter. C'est le principal. Voilà. S'il y a une chose à retenir de tout ça, mine de rien, au terme de tout ça, c'est qu'on est des passionnés de Carpenter qui en parlent. Et voilà, c'est le principal. Voilà, pour transmettre, contaminer, pour revenir à cette idée, cette thématique qui est très chère à Carpenter, la contagion. Et puis c'est peut-être Carpenter, moi je pense que c'est vraiment ça, et je rebondis ce que tu disais Nico pour conclure là-dessus. C'est que c'est une invitation, je trouve que c'est hyper important politiquement, pour le coup, pour revenir à la question politique, c'est effectivement une invitation à ouvrir les yeux, Carpenter. C'est pour ça qu'il faut regarder du Carpenter, parce que certes c'était une invitation dans les années 80 à ouvrir les yeux, mais je pense que cette invitation-là, elle peut totalement, effectivement, parce que ces films qui sont encore d'actualité, il y a quelque chose de foncièrement visionnaire chez Carpenter qui fait que grossièrement, ce qu'il dit dans New York 97, c'est regarde ce qui va arriver si on continue comme ça. Et mine de rien, quand bien même tout ça est injecté dans le genre et à quelque chose foncièrement parfois de très baroque, et ça part un petit peu comme ça, mine de rien, ce qui transparaît sous tous ces éléments, mine de rien, symboliques, ou ce que véhicule simplement la mise en scène, c'est tristement d'actualité. Donc ouvrons les yeux, regardons le Carpenter pour mieux ouvrir les yeux et mieux voir.
Prochaine émission avec notre ami Jus de Melon, la chaîne YouTube Jus de Melon. Et bien évidemment, je ne dis rien sur le choix du film orchestré par Jus de Melon. Il vous le dira pour le prochain épisode. Merci beaucoup Artopolis, merci à toi Romain. Et à la Merci à prochaine. vous. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions.